Bonjour Henri Yambodé. La princesse des collines, bonjour. Bienvenue. Bon retour. Merci. Je suis sûr que les congés vous ont fait du bien. Vraiment. On vous a vu un peu requinqué, vu avec rigueur et vivacité. Et très motivé, oui, on peut le dire. D'accord, voilà. Donc il fallait ça. Vraiment. Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole, bonjour Henri, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs de la 102.3. Apparemment, vous avez beaucoup de plaisir à ce que Henri vous fasse les éloges. Vous étiez pressé même de pouvoir rehausser encore un peu plus votre image. Laissez-le finir. Mais non, mais écoutez, célébrons-nous vivants quand même. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Célébrons-nous vivants. L'actualité, c'est le baccalauréat 2025. Une prouesse que nous ont donné ou qu'ont fait les candidats à cet examen. C'est du jamais vu au Bénin. Alors, doit-on l'attribuer aux nombreuses réformes sous Patrice Talon? Oui, on peut le dire. On peut le dire du moment où certaines réformes du président Patrice Talon, certaines réformes ont permis à la stabilité donc, dans le secteur de l'éducation. On peut le dire du moment où des subventions ont été octroyées aux établissements pour organiser les travaux dirigés. On peut le dire du moment où on n'a pas observé depuis quelques jours les débrayages, les grèves pellées auxquelles on assiste très souvent. Mais cette forte masse d'admis va poser forcément des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit des mains et des pieds cette réussite, ce taux d'admissibilité, et on félicite les candidats admissibles et on encourage ceux qui n'ont pas pu décrocher le sésame. Mais il y a quand même raison de se poser la question si vraiment ce taux reflète le niveau académique de ces candidats. Il est de bon ton d'analyser un peu pour voir si est-ce que ce taux-là n'est pas venu pour maquiller, n'est pas fait pour maquiller. Peut-être c'est un problème, c'est une situation du système éducatif. Mais il y a également que cette forte masse d'admis va forcément faire donc va faire, je dirais, une pression sur les universités. Mais bien avant ça, il faut dire que c'est historique, tout le monde le reconnaît, que c'est historique que le bac n'a jamais fait ce taux-là. Et si le bac n'a jamais fait ce taux-là et qu'on arrive à faire 73, c'est pas on est passé à 60, mais 73, quelque chose pour cent, est-ce que quelque part ça ne coche pas un peu la crédibilité qu'on accorde à ce bac-là, qui est jusqu'à avant-hier pour les Béninois un examen de filtre et d'excellence. Est-ce que ça ne vient pas porter un jugement sur ce qui est fait là? Et moi, je dirais que, vous voyez, quand on va un peu en arrière, on va observer qu'au temps du président Bodiaï, le CEP, le CIFEP d'abord, qui donnait un petit pourcentage, parce que d'ité éliminatoire, après on a transformé en CEP, et puis c'est difficilement qu'on arrivait à retrouver 10%. C'est ceux-là qui arrivent à traverser là-bas, qui sont les excellents. Au temps de Bouriayi, on a observé que le CEP était partagé comme le petit pain, morceau de petit pain. Et ça a commencé par donner une autre image à cet examen-là. Ça a commencé par discréditer le CEP. Et à l'arrivée, comme me rappelait Marcel tout à l'heure, à l'arrivée de Talon en 2016, le CEP a donné, je crois, c'est 28% quelque chose. Et ça a commencé par chuter.
Mais c'était dans l'optique de ramener dans l'idée des uns des autres, des citoyens, que le CEP reste un examen. Je veux comparer, je fais cette comparaison juste pour montrer que si jamais on arrive à commencer par observer une photo au niveau du bac, on va également avoir cette même analyse au niveau donc de l'image que le bac va projeter désormais. Donc pour moi, oui, félicitations donc à ceux qui ont pu décrocher, mais également on doit s'asseoir pour se demander, mais est-ce que ça reflète vraiment le niveau académique de ces candidats-là? Est-ce que ce n'est pas venu pour maquiller un peu les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on sait, les AME continuent toujours de crier, ils appellent au reversement. Il n'y a que certains enseignants n'ont pas le matériel didactique. Oui, on a construit des salles de classe partout, mais il y a dans certaines écoles, il n'y a pas d'équipement adéquat encore. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais il y a quelqu'un, on doit s'asseoir pour se poser la question de savoir est-ce que vraiment c'est le niveau réel de nos élèves qui a été... que reflète ce résultat. Alors, Marc Goudjano, qu'est-ce qui peut justifier ce résultat, selon vous? Bon, d'abord, les parents sont contents d'abord, hein, après avoir eu ce résultat-là. Moi, je me dis, hier, la plupart de ceux dont j'avais l'information qu'ils étaient allés à cet examen-là, par le biais de leurs parents, c'est que tous ont réussi. Je n'ai pas eu un seul non où il y a eu des échecs. Tous ont réussi. C'est bien. C'est bien parce que, d'une part, ça récompense l'effort des parents. Pendant toute une année, vous êtes parents, vous savez combien de sacrifices les parents font. Encore que lorsqu'il s'agit des classes d'examen, c'est encore beaucoup plus dur pour les parents de joindre, de faire en tout cas tout ce qui est possible afin que les enfants soient dans les meilleures conditions afin d'aller aux examens. Mais lorsqu'on prend de façon globale l'enseignement au Bénin, d'ici il y a 10 ans, d'ici il y a 20 ans, qu'on compare aujourd'hui, on est tous unanimes sur le fait que le niveau de l'enseignement a baissé de façon drastique. Ça, c'est un constat général. Que vous parcourez les écoles, que vous parcourez les universités, vous vous rendez compte que le CEP d'hier n'a plus la même valeur que le CEP d'aujourd'hui. Le BPC d'hier n'a plus la même valeur que le BPC d'aujourd'hui, ainsi de suite, jusqu'à ce que le bac également n'a plus cette même valeur pour tout le monde. Mais c'est toujours est-il que dans cette masse-là, il y a une classe d'élite de jeunes qui quand même arrivent à se démarquer et qui ont vraiment de bagages intellectuels. Ça, on ne peut pas l'occulter. Aujourd'hui, lorsqu'on en vient à un taux de 13,02% pour le bac, ce qui est inédit, moi, la première remarque est déjà qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a eu des réformes depuis 2018. D'accord. En ce qui concerne les grèves, en ce qui concerne le réaménagement au niveau du système d'enseignement où on est passé des professeurs vacataires à des AME, que ce soit au niveau du secondaire qu'au niveau du primaire. Et donc, ça a pu donner une stabilité au niveau des enseignants et également un accompagnement au niveau de l'encadrement, au niveau des enseignements. Tout ceci a participé à ce qu'on ait quand même un relèvement du niveau, d'accord, pédagogique au niveau des enseignants. Et au niveau des apprenants également, il y a eu une certaine facilité avec l'arrivée du nouveau programme des compétences ou par approche, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, généralement ça doit être quelque chose du genre. Approche par compétence, voilà, exactement. Approche par compétence, oui. Et donc, ça a facilité un certain nombre de choses pour que les apprenants puissent assimiler un certain nombre, en tout cas, d'enseignements qu'on puisse leur donner en ce qui concerne les cours qu'ils prenaient. Et donc, il y a également d'autres réformes qui sont venues, telles que Henri les a énumérées aujourd'hui, qui ont facilité beaucoup de choses. Mais est-ce que ce sont ces réformes exclusivement qui ont permis d'aboutir à ce taux-là? Ça, c'est la vraie question. Parce que
la plupart des taux qu'on avait eus dans les années précédentes, même si on prend les années récentes, c'est-à-dire on prend 2024, 2023, 2022, et qu'on va faire une comparaison par rapport à 2024, on voit comment les chiffres ont évolué. Alors qu'on sait qu'en matière de statistiques et en matière de chiffres comme ça, surtout dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas de magie. Ça peut évoluer, certes, mais ça doit suivre quand même un certain nombre de normes et de régimes où on sait que on peut, compte tenu des aléas, de tout ce qu'on a eu comme avancement, amélioration, on peut noter des taux d'évolution. Mais vous avez vu, non, le taux inédit d'admissibilité. Inédit. Va-t-on s'en réjouir? Inédit. Non, je dis, les parents vont s'en réjouir, c'est vrai. Mais le piège qui guette, c'est que, au niveau de l'enseignement général, on a un problème. Où la plupart de ceux qui finissent et qui ont le bac, la majeure partie font l'enseignement général. Et ils ne sont pas tout de suite absorbés par les universités. Parce que généralement, la plupart de nos facultés, qui sont également dans l'enseignement général beaucoup plus que dans l'enseignement technique, alors que même pour aller dans l'enseignement technique, cela répond à un certain nombre de critères qui sont exigés même déjà au niveau de la sélection, au niveau des universités. Ça veut dire que la majeure partie d'entre eux n'iront pas vers les secteurs techniques. Et donc, beaucoup iront vers les facultés pour l'enseignement général et autres. Et donc, ça crée encore une grande masse de diplômés qui auront des difficultés à trouver de l'emploi. Alors que même dans les années précédentes, ceux qui ont même déjà fini, qui sont là, n'en ont pas trouvé. L'autre question, c'est la question de des amphis qui sont totalement débordés, où il y a plus de 1000, parfois des milliers d'étudiants par amphi. Et donc, il n'y a pas assez d'infrastructures, par exemple, au niveau des universités, qui puissent déjà, les universités publiques, qui puissent déjà contenir un certain nombre d'apprenants. Parce que c'est tout un accompagnement. C'est vrai que vous mettez les moyens dans le recrutement, peut-être, dans la formation, peut-être. Mais il y a également, au niveau des infrastructures, il faille quand même régler également ce problème. Parce que si vous allez dans les amphithéâtres et que pour un professeur d'université qui doit venir faire un cours devant 6 000 étudiants, 7 000 étudiants, la capacité d'assimilation n'est pas la même chez tout le monde. Et donc, la façon dont les étudiants doivent mieux appréhender l'information, le savoir, est un peu plus lent et c'est un peu plus différent. C'est pourquoi les parents ont beaucoup plus d'appréhension, par exemple, à envoyer leurs enfants dans les privés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, généralement, l'effectif est d'abord limité et l'enseignant qui vient là a un rendement à donner et à évaluer par rapport à cette... Mais combien de nos enseignants au niveau de nos universités sont évalués par rapport au travail qu'ils font? Et donc, aujourd'hui, moi, je voudrais quand même remercier tous les parents qui ont pu faire tout le sacrifice qu'il faut pour que les enfants réussissent. Mais l'autre chose que je voudrais quand même leur conseiller, c'est de pouvoir déjà enlever dans l'orientation qu'ils doivent donner à leurs enfants, d'enlever le fait que c'est par l'université seulement qu'on peut devenir quelqu'un demain. Et qu'on peut quand même arriver à subvenir aux besoins de sa famille, combler tous ces besoins dont on aspire, d'accord, en tant qu'être humain. Même si après le bac, ils ont la capacité d'embrasser d'autres secteurs techniques, par exemple. J'en ai vu qui, après le bac, sont devenus des stylistes, sont devenus des couturiers, qui sont devenus des soudeurs, qui sont devenus des vitriers en aluminium. D'accord? Il y en a beaucoup qui se sont reconvertis parce qu'ayant compris qu'en réalité, que notre système d'enseignement ne forme que pour le chômage en grande partie. Et le système qui est mis en place ne permet pas également aux étudiants de pouvoir rester dans les bonnes conditions pour pouvoir mieux assimiler et mieux mettre en valeur tout ce qu'ils ont comme compétences. Et donc pour cela, la responsabilité, ça revient aux parents aujourd'hui, de pouvoir peser le pour et le contre. Et lorsque je veux chuter, je veux revenir au fait que ces résultats que vous voyez peuvent être interprétés du fait que nous sommes vers la fin du régime.
Et donc, Patrice Talon est en train de finir. Vous voulez dire c'est un cadeau politique? Et qu'il doit partir. La preuve, depuis qu'il était là, on a eu des pourcentages, on a eu des taux de pourcentage. Mais on dit ceci, c'est inédit, même pas seulement à son régime, mais également à d'autres régimes. Donc c'est un taux vraiment inédit. On sait aujourd'hui les griefs que les enseignants ont contre le pouvoir, même les AME qu'on dit aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ils sont, où ils réclament. On a parlé récemment des primes qui ne sont pas payées, d'accord, au niveau de ces enseignants-là. Donc ça veut dire que même là, il y a un certain nombre de problèmes qui restent à régler. Et lorsqu'on prend la fin de mandat, où le chef de l'État est dans une dynamique de continuité, où il veut que toutes les réformes qu'il a eu à entreprendre puissent pérenniser. Donc, il ne va pas forcément vouloir partir comme ça avec un score médiocre lié à ces examens-là, parce que les examens également, il faut dire qu'il y a l'UNESCO qui a un regard dessus. Et il ne faut pas oublier que chaque État, au niveau de l'Afrique, au niveau de la zone ouest africaine également, reçoivent des subventions par rapport au système éducatif. Et donc, quand on sent que ce taux est beaucoup plus relevé, ça donne une garantie aux partenaires financiers qui vont beaucoup plus investir également, quitte à ce que les investissements aillent vraiment vers les buts visés, ça c'est un autre débat. Mais on admet aujourd'hui qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans une dynamique, on peut également faire cette analyse-là pour penser que, comme il est en fin de mandat, il faille quand même... Un au revoir. Certains pourraient même parler de social au niveau de l'éducation, ce qui est un peu utopique et ironisant pour moi. Parce que ça, ce n'est pas du social, je ne peux même pas parler de social en ces thèmes-là. Parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Et lorsque vous leur faites croire qu'en réalité qu'ils sont meilleurs, alors qu'en réalité, ils n'ont rien dans la tête, c'est grave. Mais justement, la réalité, quand c'est tôt, face à la réalité, parce que nous sommes souvent dans les universités, des enfants qui n'arrivent pas à formuler deux phrases correctement, et des phrases émaillées de fautes. Moi, je me dis, avec ce taux-là, où allons-nous? C'est quoi? Quel est l'impact sur la qualité de la formation? Déjà que nos universités ne remplissent pas les normes pour pouvoir faire le travail, pour un apprentissage meilleur, adéquat. Donc, je me demande comment ça va se passer, Henri. Vous posez plusieurs problèmes à la fois. Le problème de niveau académique des enfants, des candidats. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que quand vous arrivez à discuter, à échanger avec les enfants, les candidats, sur un sujet donné, vous verrez que il est difficile pour eux d'arriver à faire 2, 3, 4 phrases sans faute. C'est vrai que quand vous échangez avec ces enfants-là, vous connaîtrez le niveau intellectuel. Mais quand on met ça sur le coup de ce que la loi sur les grèves, qu'il n'y a pas de débrayage depuis la 6e jusqu'en terminale, oui, mais quel est le niveau de ces enfants de la 6e jusqu'en terminale? Puisqu'on sait que les enfants qui ont commencé la 6e, comment ils ont eu le CEP? Avec quel niveau ils ont eu le CEP? Donc il faut des années pour relever ce niveau-là. Et en terminale, on sait que leur âge aussi entre 17 ans, 12-8 ans, les enfants qui, toutes mes excuses, ne sont pas aussi matures que ça. Et donc se disent que, bon, écoutez, bon, examen pour examen, on peut aller à l'examen. J'en connais qui ne sait même pas ce qu'on ne connaît rien de la vie. Il vient, il mange, et il apprend, et puis il dort. Donc, les enfants qui arrivent à réciter seulement. Ce n'est pas comme vous et nous où on est confronté à un problème de maturité, où il faut faire le discernement et tout le reste. L'autre niveau que vous posez, le problème que vous posez, c'est au niveau de la pression que ce taux-là va exercer sur les universités, qui sont sous-équipées. Marc vous a parlé tout à l'heure des amphis surpeuplés, d'accord, de la qualité du curricula, de la formation, et qui se demandaient... Les moyens pédagogiques également. Et se demandent, mais comment on arrive à juger même le niveau de ces enseignants-là qui, bien évidemment, administrent les cours donc, aux étudiants. Ce qui pose également le problème de formation, de la qualité de la formation que
ces élèves donc, vont recevoir dans l'université. Et le nombre aujourd'hui, combien d'universités capables de recevoir ce nombre-là? Parce que quand vous prenez le taux de BPC, déjà, c'est que la pression au niveau des classes secondaires va commencer. Mais quand vous prenez la sixième, la pression également va commencer. Mais quel type d'université nous avons aujourd'hui? C'est ça ça fait que les universités privées que nous avons les accueillent et donc oui, parce qu'il faut observer qu'à ce niveau-là également, c'est le commerce. Et puisque c'est le commerce, eh bien, on permet à un bon nombre d'avoir le diplôme sans avoir un niveau intellectuel bien solide. D'accord. Et donc, il y a que ça pose un problème de pression sur les universités. L'autre chose, vous avez posé donc le problème de la qualité. Moi, je veux bien penser que les élèves là, les candidats qui ont pu décrocher le sésame, que demain ou après-demain, pourraient bien évidemment tenir le coup. Parce que c'est ça, on vient voir certains étudiants qui n'arrivent pas bien évidemment, à même arrivent même à se faire inscrire à l'université parce que n'ont aucune notion de maturité, n'est pas mature. Donc forcément, bien sûr, ils ne sont pas matures. Et donc, c'est les parents qui sont obligés de les suivre pour les amener dans les universités. Et c'est ça également qu'on observe aujourd'hui où ils vont sur le campus. Marc parlait donc, c'est un niveau de vie, un autre niveau de vie aujourd'hui. Mais il faut déjà commencer par penser à une autre option aujourd'hui. Est-ce que les élèves que nous avons, les candidats que nous avons aujourd'hui peuvent faire les universités classiques là? Ou bien il faut les réorienter vers les universités, ou bien les lycées techniques, ou bien professionnels. Et là, je veux déjà appeler donc à la conscience des parents que ce que nous avons là devrait les réjouir, c'est vrai, mais également doivent appeler à attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Le niveau académique de leur enfant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par penser à réorienter ces enfants-là pour que demain, on ait également des citoyens bien formés, dans un certain bien donné? Parce que, qu'on le veuille ou non, oui, les universités classiques aujourd'hui n'ont pas cette capacité-là d'accueillir ce nombre-là que nous engendrés par ce fort taux que nous avons observé. Et je voudrais quand même qu'on fasse, lorsqu'on me parle des taux de pourcentage, par exemple, de 2018 à aujourd'hui, par exemple, et qu'on dit que c'est par rapport à un certain nombre de réformes, si c'était que ces taux avaient évolué de façon crescendo, ouais, je pourrais mieux comprendre cette interprétation. D'accord. Mais si ces taux ont évolué depuis 2018 à ce jour en dents de scie, ne me dites pas que forcément c'est l'efficacité de ces réformes qui ont abouti à ces taux-là. Parce que je prends des chiffres où en 2018, c'est vrai qu'on était à 33%, on vient en 2019 50%, en 2020 on redescend à 49%, et vous voyez en 2021 on monte légèrement à 64%, mais en 2022 on descend également à 58%. Et en 2023, vous venez à 63. 2024 même, on est venu à 56. Ça veut dire que même en 2023, on est monté un peu. Oui. Et 2024, on descend un peu. Mais on parle également de cette même période-là. Donc, je ne trouve pas qu'on puisse quand même justifier... La période référencée... Exactement, justifier cela par rapport au fait que c'est parce que les réformes ont porté les fruits, etc. Pas forcément. Parce qu'en réalité, il faut faire une étude comparative des chiffres qu'on a eus depuis 2018 à ce jour. Et lorsque vous analysez les taux de pourcentage, vous remarquez forcément que c'est en dents de scie que ça évolue. Et quand ça évolue en dents de scie, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'aboutissement d'un travail effréné à long terme qui a pour quand même résultat ces chiffres-là qu'on a eu. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de beaucoup de rachats au niveau de la direction de l'Office du baccalauréat, par exemple. On l'a toujours fait, mais parce ça que ne dépasse pas les 9. Parce que mais si cette vous rentrez, fois-ci, on se demande à combien les c'est résultats sont sortis hier. Ouais. Je vous donne juste une semaine. Lorsque vous allez commencer par faire les enquêtes, commencez par interroger ceux qui étaient, les jurys qui étaient, d'accord, à ces corrections, par exemple, vous allez commencer par entendre la réalité des choses. Non, mais on a encore quelques temps. Il y a des rachats. Des réserves également, donc il ne faut pas tout dire. Non, attendez, même s'il y a réserve, par exemple, je vous donne juste un exemple, même s'il y a réserve, j'ai mon papa
qui est membre du jury. Alors qu'aucun de ces enfants n'est allé à aucun examen. Ces enfants sont déjà grands, ils sont peut-être plus au pays. Par exemple, qui est membre du jury, ou vous avez une tante proche à vous qui est membre du jury. Mais en famille, vous savez, dans le cercle familial, tout se dit. Et donc, ne vous étonnez pas que d'ici une semaine ou quelques jours, vous allez comprendre qu'en réalité, que peut-être que ce n'est qu'un taux de pourcentage qui est un peu plus ou moins politique pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir donner plus de visibilité, parce qu'on tend vers la fin du mandat, et puis il faut quand même gratifier les enfants. C'est le cadeau de fin d'année, puisque c'est le dernier examen qu'on a avant que le pouvoir ne change, puisque avant avril, on n'aura plus d'élections, on n'aura plus d'examens. Et donc, il faut quand même, en tant qu'analyste également, regarder ce pan de la question. On ne peut pas l'occulter, que ça puisse les fâcher. Mais il y a une remarque que j'ai eu à faire hier. D'abord, quand les résultats sont sortis, moi j'étais à une activité sportive, on m'a dit, les résultats sont sortis. Je suis allé vite sur les plateformes pour voir les tendances. Les premières tendances qu'on avait eues, c'était pas ce pourcentage-là. Tout à fait. Partout, c'était quelque chose de 53, et quelques pourcentages. Plusieurs presses en ligne ont relayé exactement. Et donc, même pas plusieurs presses en ligne, même les gars de la cellule de communication de la présidence ont fait cette erreur. J'en ai vu qui en ont publié et qui ont corrigé après. Donc, 53, ils ont publié ça d'abord, et quelques temps après, vous allez voir, l'information est venue, je ne sais pas, c'est pas quelle magie, qui étaient vraiment les sources, est-ce qu'ils n'étaient pas forcément au niveau de l'office lorsqu'on faisait la proclamation, et qu'est-ce qui a été, en tout cas, je ne veux pas faire d'interprétation par rapport à ça, mais tout compte fait, c'était l'une des réalités auxquelles on a assisté hier par rapport à ces résultats-là. Si tant est que les parents sont contents, le gouvernement est content, les enseignants sont contents, tant mieux. Que doivent faire aujourd'hui les parents par rapport face à cette réalité? Oui, je l'ai dit tout à l'heure en disant qu'il faut déjà commencer par réfléchir parce que les universités classiques ne pourront puisque pas les parents doivent forcément connaître le niveau réel de leurs enfants. Oui, mais quand vous êtes à la maison, vous savez le niveau de votre enfant. Lorsqu'il y a un suivi, bien sûr. Oui, vous connaissez le niveau de votre enfant. Quand vous échangez avec lui, vous savez à quel niveau il se retrouve. Maintenant, est-ce que les universités que nous avons là sont capables de recueillir ce nombre-là? Donc c'est pourquoi il parlait donc de réorientation déjà professionnelle ou bien technique des enfants. Il faut chercher, donner l'exemple, j'en connais, qui a eu le bac le lendemain, on lui a demandé d'aller faire le stylisme, le modélisme, ou quelque chose du genre, et aujourd'hui, il gagne sa vie. Donc déjà, oui, ce n'est pas l'université. Tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Et pour ça, bon, vous avez eu le bac, mais ça vous permet d'ouvrir d'autres portes. Les parents doivent commencer déjà à penser à quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut inscrire vraiment les enfants dans les universités publiques ou privées? Encore qu'aujourd'hui, les universités privées font pas belle donc à ce que vous savez. Et donc, on peut sortir également des universités privées sans avoir le background nécessaire pour pouvoir affronter la vie. Parce que oui, on peut vous octroyer le diplôme parce que vous avez payé. Sans avoir vraiment les compétences. Les compétences. Et c'est sur le terrain de la recherche du travail ou bien c'est face à des difficultés que on sent que vous n'avez pas ce niveau-là. On en connaît. Même quand Marc dira que quand il reçoit certains stagiaires, par exemple, dans son organe, il y a que quand ils écrivent, on sait le niveau, on sait ce qui est là. Donc, c'est dit que les enfants, que les parents ne pensent pas à faire continuer les enfants forcément, mais plutôt à chercher à les réorienter pour des formations professionnelles, pour des formations techniques, pourquoi pas. Et puis, lorsque vous parlez de la responsabilité des parents, par exemple, chaque parent connaît son enfant. En tout cas, excepté quelques parents qui ne sont pas vraiment là pour le suivi de leurs enfants ou bien qui ont confié leurs enfants à des parents proches, ça c'est une autre réalité. Mais pour un parent qui suit bien ses enfants, sait déjà que difficilement au cours du cursus, c'est tel résultat mon enfant me ramenait. Et donc, parfois, certains parents sont même dans le doute déjà, même avant que leurs enfants n'aillent à l'examen. Et l'autre chose qu'ils vont faire, c'est que quand les notes vont revenir, les relevés de notes vont revenir, il faut qu'ils regardent pour voir les lacunes de leurs enfants et voir de quelle façon ils peuvent les corriger. Est-ce qu'il faut que l'enfant fasse un renforcement
avant de choisir tel secteur, est-ce qu'il faut quand même un autre suivi si l'enfant doit être réorienté vers un autre secteur d'activité? Il faut quand même évaluer tout ça pour voir, puisque en réalité, le gouvernement a fini, hein, ils ont donné leurs résultats. Le reste, là, c'est avec vous et vos enfants. Hein. Les responsabilités, c'est vous qui allez subir et les partager. Hein. Parce qu'en réalité, il y a une chose, vous ne pourrez jamais vous mentir à vous-même. Et donc, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque enfant, on connaît le niveau de chacun. Et ça va se refléter sur la société. Ça va se refléter dans le lieu d'apprentissage où ils iront. Et donc, s'il est encore temps pour les parents de pouvoir trouver des mécanismes, même si ça doit partir d'eux-mêmes pour pouvoir essayer de relever le niveau de leurs enfants, c'est bien de le faire. Au moins, au niveau des séries techniques, on sait que, bon, au moins, c'est une science exacte. Mais lorsque vous prenez certaines séries, comme les séries littéraires, par exemple, et autres, ça dépendra peut-être de l'enseignant qui va interpréter les données, tout ce que l'enfant va pouvoir donner comme acquis. Et donc, la responsabilité, elle est partagée. Il faut que les parents sachent qu'ils ont une grande responsabilité à jouer. Et ils ont également la possibilité d'orienter leurs enfants, puisque aujourd'hui, moi je dis toujours, on est toujours fatigué de ce système-là, éducatif, qui vraiment a ses limites, qui a prouvé ses limites. Il faut beaucoup plus aller vers des universités beaucoup plus techniques, d'accord, des universités agricoles, des universités technologiques. C'est de ça qu'on a besoin, puisque c'est ce qui est fait ailleurs aujourd'hui. Beaucoup plus, oui. On investit beaucoup plus dans la technologie, beaucoup plus dans l'agriculture, beaucoup plus dans l'innovation. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui la vraie valeur des grandes nations. Et si on doit passer à cette étape, c'est qu'il faut quand même changer notre niveau d'éducation. Il faut quand même qu'on change ce système d'éducation-là pour pouvoir mieux avancer. Mais si les pouvoirs publics, compte tenu d'un certain nombre d'avantages ou d'un certain nombre de financements, ne veulent pas changer les choses, il faut qu'au niveau de chaque parent, que les parents prennent leurs responsabilités pour savoir que c'est le devenir de leur enfant et qu'ils doivent prendre les responsabilités pour pouvoir mieux orienter l'avenir de leurs enfants. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Mac a dit tout à l'heure. Oui, comme c'était hier, le président Patrice Talon, lors de sa campagne pour les élections, pour son deuxième mandat, avait promis la création des lycées techniques et professionnels. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que jusqu'à la fin de cette année académique, on n'a pas eu, je dis pratiquement jusqu'à la fin de son deuxième mandat, on n'a pas eu ces lycées-là. Parce que, pour ce que dit Mac, c'est vrai. Aujourd'hui, il ne faut pas penser que ce sont les enseignements généraux enseignements généraux, s'il vous plaît, qui vont conduire forcément les enfants à avoir un diplôme excellent et tout le reste. Mais il faut miser sur les lycées techniques, il faut miser sur les formations professionnelles. Et le président avait promis ça. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, cette réforme n'a pas pris corps. Si cette réforme avait pris corps, aujourd'hui, le taux, là, cette forte masse d'admis devrait les parents devraient déjà commencer par voir dans quelle mesure envoyer leur enfant dans ces lycées techniques ou bien dans ces structures de formation professionnelle. Et je pense que Patrice Talon gagnerait encore de popularité en accélérant cette réforme-là de la création des lycées techniques, de la création des lycées techniques, pourquoi pas dans tous les départements. Parce que j'avais même appris que il y a certains collèges d'enseignement qui seront transformés en lycée. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Donc, il y a toute cette question-là qu'il faut poser. Et si c'était fait, aujourd'hui, on serait en train de penser déjà à envoyer un bon nombre dans ces universités, dans ces lycées-là, pour permettre aux parents. Parce que vous savez quoi? Il y a quelque chose qu'on oublie très souvent. Les enfants qui ont été envoyés à la maternelle à 3 ans, quand ils finissent, vous savez, les enfants ont le bac peut-être à 16 ans, à 17 ans, à la maison, ils ne peuvent rien faire. C'est encore des immatures qui sont là. Et donc, ça, vous dépensez pour que votre enfant ait le bac, mais après, c'est qu'il revient, il est toujours sous votre charge. Il finit. C'est vrai. J'ai une stagiaire chez moi qui, à 19 ans, est en 3e année d'université. 3e année, 19 ans déjà. C'est que je me demande,
si on doit, par exemple, la recruter ici à Eden TV, à 12 ans, c'est une petite. Est-ce qu'elle peut affronter les difficultés de la vie, les réalités de la vie? C'est ça également le problème. Mais entre-temps, si on essaie de mettre là-bas, c'est pourquoi nous, quand on voulait nous envoyer à l'école, il fallait donc passer la main sur la tête et voir si... Attraper l'autre oreille. L'autre oreille. Non. On vous a fait ça, vous? Oui, oui, on m'a fait ça. Marc? On m'a fait Oh, ça. vous êtes un vieux jeu. Écoutez, c'est pourquoi. Merci, nous allons poursuivre cette analyse. Nous allons à présent parler politique, perspective électorale, élection générale 2026. Aucune retouche du code électoral n'est possible à partir du 11 juillet 2025. C'est Matin Libre qui en parle. Marc Goudianou. Oui, parce que lorsque vous prenez l'article 4 du Code électoral, c'est qu'à 6 mois des élections, on ne peut plus retoucher au Code électoral. Et si on prend ainsi, c'est que déjà à partir du 11 juillet, ce serait... Demain. Oui, à partir de demain, voilà, ce serait impossible déjà de pouvoir faire la relecture du Code électoral. Et mieux avant cela, même si on a cette volonté, même si on décidait même de le faire, c'est que on n'a même plus le temps nécessaire qu'il faut. Parce que avant tout processus, par exemple, c'est que le processus même pour la relecture du Code électoral, même au niveau de l'Assemblée, ça prend du temps. C'est des semaines. C'est des semaines que cela prend. Et donc, si on prend même cela en considération, ça veut dire que c'est presque impossible de pouvoir le faire avec cette date-là. L'autre réalité est que, déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la mouvance qui a la majorité. Et donc, les démocrates qui sont minoritaires ne peuvent pas décider, par exemple, de cette possibilité de relecture du Code électoral. Et donc, ils doivent forcément avoir le feu vert des partis de la mouvance présidentielle. Or, ils se sont déjà prononcés pour dire qu'ils ne veulent pas du tout la relecture du Code électoral. Et mieux, c'est parce que même le chef de l'État, Patrice Talon, l'a dit maintes fois qu'il ne veut pas, d'accord, qu'on fasse cette relecture-là, parce que ce sont des réformes que lui-même, il a voulu, et donc il voudrait sauvegarder ces acquis-là, et donc il ne voudrait pas quand même qu'on fasse cette relecture-là, compte tenu d'un certain nombre d'intérêts inavoués des uns et des autres. Ça, avouons-le. Aujourd'hui, maintenant, tel qu'on l'a toujours dit dans les débats, pour donner le signal d'alerte vers la classe minoritaire qui aujourd'hui se confronte à cette réalité-là, où ils sont dans l'impasse. Parce que s'ils n'ont pas pu avoir le feu vert des partis qui constituent la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui doivent les aider à pouvoir faire cette relecture, si le chef de l'État, qui a souvent le dernier mot ou donne les dernières orientations en ce qui concerne comment est-ce que ces partis vont pouvoir fonctionner, dit non, qu'il n'en veut pas. Aujourd'hui, ils sont dans l'impasse et ils ne peuvent pas. C'est pourquoi on a toujours dit dans les débats qu'il faut que cette opposition-là pense à une autre formule, si tant est qu'ils veulent que ce code-là soit relu. Et donc, ils doivent quand même mieux penser, voir quelle stratégie mettre en place. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller sur un autre terrain pour pouvoir voir comment est-ce que les choses peuvent se faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un consensus national, par exemple, pour pouvoir demander dans quelle mesure on peut quand même remettre toutes ces dispositions qui sont dans le code-là, qui sont mises en cause d'abord, et qui sont vraiment justifiées. Et donc, pour cela, il faille quand même... il y a une vraie question. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'en laissant le code électoral en cet état-là, ça ne va pas donner lieu à des tensions pour les prochaines élections? Ça, c'est ma grosse interrogation. Et tant que les grands acteurs politiques qui sont concernés par la chose ne vont pas s'entendre sur la question, ne vont pas s'asseoir pour discuter de fond et de long en large, puisqu'il y a vraiment ce camp qui a le pouvoir, qui est majoritaire, qui ne veut pas du tout, parce que forcément, il y a ces dispositions-là qui sont dans le code qui les arrangent. Et donc, ils ne voudraient pas forcément qu'on relise le code pour pouvoir mettre un certain nombre d'acquis en jeu, pour que ça les désavantage lors des joutes électorales. Et donc, du coup, on comprend, c'est une guerre d'intérêts où chacun veut sauvegarder ses intérêts.
Mais est-ce qu'en sauvegardant ses intérêts, est-ce que ça va dans l'avantage d'une quiétude au niveau de la classe politique ou bien au niveau des prochaines élections qu'on aura en 2026? Henri Yambode? Ben, conformément aux lois, le code électoral ne pourra plus être relu à partir de demain. Oui. C'est vrai que le chef de l'État l'a signifié à maintes reprises qu'il n'y aura pas de relecture. Qu'est-ce qui pourra amener aujourd'hui le chef de l'État, par exemple, à revenir sur sa décision? Je vais revenir à votre question, mais déjà il faut faire observer que à partir de demain, c'est que les doléances tout le temps soulevées par l'opposition, comme le parrainage, la question de 20%, la question de feuilles de dépouillement, ces doléances-là ne vont plus... ne seront plus d'actualité. Ne seront plus d'actualité. Et donc, l'opposition va forcément travailler sur la base de ce code électoral. Ce qui pourrait amener le chef de l'État à changer de langage, le protocole d'accord, le protocole de la CEDEAO et de l'UEMOA stipule qu'il faut le consensus pour les politiques. Donc le consensus viendrait de qui? Le consensus serait une union entre la classe politique, la mouvance et l'opposition. Tout à fait. Aujourd'hui, on connaît la position, bien évidemment, de la famille présidentielle. Il n'y a rien qui soit réajusté au niveau de ce code électoral. Donc, on ne peut pas compter sur un quelconque consensus pour arriver donc à réajuster le code électoral. Donc, à partir de demain, l'opposition aura beau crier, mais va forcément travailler désormais avec ce code-là. Parce qu'il est dit tout simplement que à 6 mois, la personne à partir de demain sera à 6 mois des élections, pour qu'il n'y ait pas de manigance, pour qu'il n'y ait pas de manœuvre politique, qu'on ne doit plus toucher au code électoral. Et sur ça, les journaux ont bien fait de rappeler que c'est à partir de demain. Les journaux ont bien fait de rappeler que c'est à partir de demain, il n'y aura plus de réajustement, il n'y aura plus de retouche au niveau du code électoral. Et donc, et connaissant la position du chef de l'État, comme l'a rappelé Mac, et vous aussi, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on trouve le consensus aujourd'hui, 10, pour faire réviser le code électoral demain. C'est impossible. Donc, le débat est clos. Le débat est clos du moment où les députés ne peuvent pas recevoir de leur patron ce soir une quelconque consigne pour permettre aux démocrates de s'associer pour faire la relecture de ce code-là. Le débat est clos. Et la conséquence directe pour moi, c'est que les démocrates qui ont tout le temps pris d'assaut les médias pour dénoncer le parrainage, les 20%, les feuilles comment dire, la disponibilité des feuilles de dépouillement, les démocrates auront maintenant doivent faire face à cette réalité qui leur demande de travailler à avoir les 20%. Réalité politique concernant le parrainage, réalité politique concernant les feuilles de dépouillement et bien d'autres choses. Et pour moi, le débat est clos. Et vous voyez oui, vous voyez déjà que moi, ce qui m'inquiète beaucoup et que je soulève généralement lié à cette question de la relecture du code électoral, c'est surtout les tensions. D'accord? Les tensions au niveau des élections. Parce qu'il faut constater que même déjà, au niveau des élections de 2019, on a vu l'exclusion qu'il y a eu. En 2021, avec tout ce qu'on a eu également. Et donc, tout cela présage déjà qu'en 2026, si les choses restent ainsi, c'est qu'on pourrait avoir soit une opposition qui ne va pas vouloir participer aux élections, soit on aura une faible affluence au niveau
des citoyens pour aller voter, tel qu'on l'a assisté, la participation très faible des citoyens aux élections, tel qu'on l'a assisté aux 2 dernières élections, d'accord? Et cela dénote en réalité de cette volonté, par exemple, à ne pas vouloir toujours garder cet esprit démocratique-là, où tous les citoyens se sentaient intéressés par les joutes électorales. Où quand les élections approchaient, tout le monde avait cette chaleur-là de pouvoir participer aux élections. Aujourd'hui, quand les citoyens ne vont plus se sentir intéressés, parce qu'ils vont sentir déjà que les choses sont déjà verrouillées à un certain niveau, tel que Henri l'a énuméré tout à l'heure, par exemple, les questions de parrainage, d'accord, les questions de quotas. Et donc, quand les citoyens vont sentir qu'il n'y a plus d'issue, même s'ils ont cette volonté-là, par exemple, de soutenir leur leader à cette élection, ça veut dire que le taux de participation sera très faible. Et quand c'est faible comme ça, moi je me demande, les hommes politiques aujourd'hui, qui analysent et qui disent que oui, notre démocratie est mûre, il n'y a pas de problème. Quel est le taux de participation de vos citoyens aux élections? Lorsque vous avez une population comme ça, d'accord, et lorsqu'on prend en considération cette marge qui doit aller voter, c'est-à-dire à partir de 18 ans, et que vous observez ce taux très faible de participation, ça devait vous inquiéter, normalement, en tant que politique. Et donc, si on n'arrive pas à corriger les choses, et qu'on veut toujours rester dans cette dynamique de va-t-au-bout, d'accord, où on vaille que vaille, on veut quand même faire les choses telles qu'on veut, c'est que finalement, que l'on n'assiste pas, malheureusement, pas à des tensions telles qu'on en a assisté par le passé, parce que ça n'honore pas le pays, et la seule personne qui a ce pouvoir de décision, qui peut encore demander un consensus pour pouvoir essayer de régler un certain nombre de choses, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, et donc la balle est dans son camp. Si tant est qu'il a eu le temps de pouvoir gouverner jusqu'aujourd'hui, par exemple, et qu'il a, oui, bon, il a toujours martelé, mais rien ne dit qu'à la dernière minute, que peut-être quelque chose l'inspire pour qu'il puisse changer de décision. Mais moi, ce serait bien qu'il finisse. Que pourrait faire aujourd'hui l'opposition face à cette réalité? Parce que c'est déjà consommé. Non, c'est figé. C'est déjà consommé. Comment contourner? Bon, on est à 9h, tout peut changer à partir de midi. Et puis on peut peut-être arriver à faire une relecture. Oui. Il n'y aura pas de relecture. Oui. On en a tous conscience. Maintenant, aujourd'hui, quels moyens l'opposition a pour pouvoir atteindre ses objectifs? Quel objectif? De participer aux élections? Participer aux élections, avoir à gagner les élections, par exemple. Mais non, écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'opposition aujourd'hui n'a pas autre chemin à prendre que de travailler sur les populations afin qu'ils aient ce qu'il faut. Et de consolider leur base et de garantir aux populations qu'en sortant pour aller voter, elles vont changer un certain nombre de choses. Parce que là, pour que, comme le dit le MAC, si le chef d'État décide aujourd'hui de changer le langage, c'est qu'il faut mettre ça sur le coup d'un consensus de la majorité et de la minorité. Mais est-ce que ce consensus-là viendrait? Non. Donc l'opposition va travailler en tenant compte de ces règles figées, les 20%. Comment arriver à le faire? Est-ce qu'il faut faire accord de gouvernance avec d'autres formations politiques? Encore qu'aujourd'hui, vous voyez la FCBE qui travaille, qui sillonne Monts et Vallées et annonce à tout bout de champ qu'elle peut faire une coalition avec une formation de la mouvance pour se retrouver. Donc il y a question à ce que l'opposition travaille sérieusement. Et le cadre des forces de l'opposition devrait se réunir pour dire maintenant que nous n'avons pas eu gain de cause de ce que nous avons toujours réclamé. Nous n'avons pas eu gain de cause, on n'a pas diminué le taux de 20% à 10% ou à 5%, la question de parrainage est restée figée. Eh bien, comment nous allons faire? Et donc, c'est le moment où l'opposition doit monter dans les sillons pour aller rencontrer les citoyens, leurs militants, pour leur parler, pour dire voici ce qui se passe. C'est vrai, on a tout le temps appelé à la relecture, mais ça n'a pas été fait. La date du 11 juillet est passée. Donc, on est obligé de faire face à ce code-là. Et
parlant de violence post-électorale, non. Vous savez, moi, j'ai foi à quelque chose. Parce que Patrice Talon, même pour les élections présidentielles, a dit Dieu fiamiwe. Donc, puisque il sait que on a tout le temps dit ce code va amener à des crises, c'est un code qui va générer de turbulences, ben, il va savoir mettre les moyens pour qu'il n'y ait pas des violences. Et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liangoumbedi, l'a aussi dit, parce que oui, le gouvernement doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence. On peut parler donc de taux de participation qui peut être faible si les populations prennent peur, ne sautent pas, mais déjà il faut garantir... Oui, mais quand vous entendez le porte-parole du gouvernement, moi je me dis que c'est vrai, le ton dans lequel il le dit et le langage dans lequel il le dit, c'est comme si, mano militari, on ira à bon port. C'est comme si, même si la sécurité dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on sait que, quel qu'en soit Alpha, c'est qu'on va suivre, nous, notre directive et qu'on va mettre tout ce qui est en matière de sécurité, s'il faut mobiliser toute l'armée ou bien tout ce qu'il faut pour pouvoir sécuriser les villes, les sécuriser les unes. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin normalement. Dans un pays vraiment démocratique, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin du fait que tous les acteurs politiques puissent se sentir intéressés par le jeu politique et qu'on puisse les laisser quand même participer au jeu électoral. Et lorsque l'on prend l'argument qu'a servi Henri, par exemple, en ce qui concerne la réorganisation, par exemple, de la classe de l'opposition, c'est-à-dire il faut qu'ils soient stratèges, commencer par s'organiser même entre eux-mêmes pour aller sur le terrain et essayer de convaincre les citoyens par rapport aux exigences qui sont contenues dans le code électoral, pour leur expliquer qu'en réalité, nous sommes dos au mur, mais pour qu'on atteigne les objectifs, il faut que vous nous souteniez, il faut que nous vous accompagniez, pour que vous votez massivement, pour qu'on puisse arriver à réunir telle chose, telle chose, telle chose. L'autre chose également sur lequel ils peuvent surfer également, c'est qu'ils peuvent également s'entendre entre eux. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, maintenant, les différents partis de l'opposition ne s'entendent pas. Et donc, quand vous ne vous entendez pas comme ça, vous irez à l'échec d'office. Parce qu'on dit toujours, c'est l'union qui fait la force. Et donc, s'ils n'arrivent pas à s'unir pour parler d'une même voix, pour pouvoir aller à ces élections, ils auront des problèmes. Ils peuvent encore vous parler des alternatives. Ils peuvent toujours également exiger un dialogue politique. Ils peuvent toujours exiger un dialogue politique en faisant appel à la société civile, par exemple, aux leaders religieux, aux syndicats, à plusieurs acteurs qui sont concernés par la stabilité de notre État, et donc à demander peut-être qu'il y ait un dialogue politique pour pouvoir essayer de trouver un consensus visant quand même à pacifier les prochaines élections. Donc cela est d'autant plus important pour la tranquillité et pour que l'on puisse... Ce n'est pas... on a le pouvoir... On exige de faire comme on veut, on ira mano militari, qu'on veuille ou pas, ce n'est pas là la question, mais la question c'est que est-ce que tous les citoyens se sentent concernés par le jeu démocratique, se sentent concernés par les élections? Est-ce qu'on aura toujours cette même ferveur à aller voter librement? Est-ce que les uns et les autres ne sont pas brimés dans leur droit de pouvoir aller voter? Est-ce que les dispositions qui sont mises en place ne font pas que... en tout cas, rendre le climat politique beaucoup plus dur. Donc, il faut quand même cette pacification-là pour que les joutes électorales soient, comme toujours, des fêtes telles qu'on a toujours assisté par le passé. Merci, Marc Boudjano. Merci, Henri Yambodé, pour ces lectures.